Voilà, participation en cours. خاطر عندنا ضيف من صفاقس. Voilà. Alors, donc, باش نحكي شويه بالفرنساويه المره هذيا خاطر ضيوفي يحكيوا باللغه الفرنسيه. Donc, j'ai à côté de moi Jean Bedel Gnabi, qui représente l'association des Ivoiriens actifs en Tunisie, ACIVAT, c'est ça, et qui est en même temps le vice-président du comité des leaders communautaires d'Afrique subsaharienne en Tunisie. Et vous êtes en train de voir à côté de mon écran, l'écran de Franck Yotedje, qui est camerounais, qui est avec nous de Sfax. Bonsoir Franck. Franck, c'est le directeur exécutif de l'association Afrique Intelligence. Tu nous entends, Franck? C'est bon? Nous entendons parfaitement. Bonsoir à vous. Bonsoir. J'espère que vous m'entendez. Merci de te joindre à notre live, Franck, parce que on va essayer d'expliquer certaines choses. Hier, tu étais à Sfax, malheureusement, tu ne pouvais pas revenir ce soir. De toutes les façons, vive la technologie. Heureusement que la technologie nous aide. Donc, bonsoir, Jean Bedel Gnabi. Je rappelle que vous êtes de l'association des Ivoiriens actifs en Tunisie, donc ACIVA. Donc, vous êtes Ivoirien et Franck est camerounais. Tout à l'heure, je vais recevoir un autre invité, camerounais aussi, qui est le président de l'association des étudiants et des stagiaires africains en Tunisie. Je commence avec toi, Franck. Quelle est, d'une manière générale, la situation des frères et sœurs africains et africaines, subsahariens et subsahariennes, qui vivent à Sfax? Comment est-ce que la population se comporte jusque-là avec vous? Donc, merci déjà vous allez excuser ma voix. Je suis un peu grippé. Malheureusement, j'ai pas. Malgré ça, merci beaucoup. J'ai tenu à être avec vous ce soir. La situation à Sfax, je ne saurais dire relativement posée ou assez difficile. Disons qu'elle est complexe. Complexe pour moins de raisons, parce que le signal qui est donné à Tunis, avec la force de la technologie, malheureusement, se propage à travers tout le territoire tunisien. Mais quand même, il faut remarquer que, vous savez que la population sfaxienne, c'est une population de base pas très alignée, politiquement parlant. Donc, elle mène ses propres combats. Et sans doute que la question liée à la cohésion sociale et à la campagne DN qui est menée altère sérieusement leur appréciation de leur cohabitation avec les migrants d'origine des pays subsahariens. Mais pour l'heure, rien de notable véritablement, si ce n'est quelques arrestations ça et là. Et disons qu'on est encore en veille et on attend. On est dans une attente plutôt optimiste en se disant que rien ne se passera. Mais le climat il est assez tendu parce que de part et d'autre, il y a la peur du côté des migrants, étudiants et travailleurs. Et aussi la peur du côté des Tunisiens parce que le message qui arrive est un message qui pousse à se remettre en question. Par contre, si vous me demandez, est-ce qu'il y a des conséquences? Je vous dirais que oui, il y a des conséquences. Déjà, depuis 48 heures, il y a des conséquences? Oui, il y a des conséquences, au moins du point de vue social. On a au niveau de l'association Afrique Intelligence des bénéficiaires qui nous ont contactés pour avoir perdu leur emploi parce que le patron a dit que, voilà, suite à la circulaire, je pense que vous l'avez noté, la communication du ministère des Affaires sociales avec la situation des travailleurs en situation administrative irrégulière. Il y a beaucoup de patrons qui ont dû écourter leur contrat, quoique verbal, avec leurs employés migrants en situation administrative irrégulière. Il y a également quelques étudiants qui... précaires et ils sont en effet travailler dans le noir, comme on dit. C'est pas une situation Bien sûr. Avec un contrat qui respecte la loi. Non, moi je dis situation, j'ajoute le vocable administratif. C'est important de le dire parce que on ne saurait dire qu'un être humain est irrégulier, ça n'a pas de sens. Par essence, l'homme, il a le droit d'être où il souhaite, par essence, parce qu'il est né sur Terre. Voilà, donc la régularité, on l'aperçoit uniquement du point de vue administratif, parce qu'on est dans un pays de droit, avec une législation pour laquelle chaque citoyen, toute personne qui vit
se doit de s'y conformer. Donc, du simple citoyen au président de la République. C'est la loi. C'est de ce point de vue-là que nous disons que ces travailleurs sont en situation administrative irrégulière. Mais il faut quand même noter un élément assez important, c'est que cette situation, elle est sue et connue de tous depuis. C'est pas aujourd'hui. Elle est sue et connue de tous. On a des chiffres. On a, personnellement, j'ai le récent recensement du projet Progress entre l'ICMPD et l'INS, l'ONM. Oui, récemment, le 7 février, au forum annuel sur la migration, en présence du ministre même, de l'ONM et de l'OIM, il y a des chiffres qui ont été distribués. Je les ai, je peux les partager. Ils sont quelquefois disponibles sur le site de l'INS. Donc, c'est des migrants travailleurs qui sont là et dont on connaît l'effectif, dont on connaît qui existent. Donc, ce n'est pas aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous donner les chiffres, par exemple, le nombre de ceux qui sont déjà là, présents dans le gouvernorat de Sfax, par exemple, ou sur tout le territoire? Je ne sais pas quel genre de chiffres tu as. Les chiffres que j'ai à ma disposition, peut-être que je pourrais les partager par la suite avec vous parce que je ne les ai pas ici, mais je les ai. Alors, ils ont été distribués, ils sont publics. Je tiens à préciser que ces chiffres sont publics. Et je le dis parce que je veux convoquer la responsabilité des instances nationales. Parce que l'un des axes prioritaires pour faire face à cette campagne haineuse, c'est opposer le discours fallacieux aux statistiques. Parce que, par exemple, il y a la théorie du grand remplacement, la théorie de l'envahissement qui pilule dans les esprits des gens. Et je peux vous garantir qu'elle germe parce que toutes les populations tunisiennes n'ont pas le même niveau d'interprétation, le même recul. Donc, il y a des gens, lorsqu'ils entendent ça, ils prennent pour argent comptant. Pourtant, les migrants présents en Tunisie, j'y viens avec les chiffres, Amal, si vous me permettez. Pourtant, les migrants vivant en Tunisie sont moins de 50 000. Ils sont moins de 50 000, les migrants subsahariens. Et on a une diaspora tunisienne. Justement, tout Je d'abord, complète. J'ouvre une petite parenthèse. On va se tutoyer. On est entre frères et sœurs, on va se tutoyer. Tu vas me dire tu et je te dirai tu. D'accord? J'ai vu tout à l'heure que tu étais en train de suivre le live, l'interview avec Mabrouk, avec Ramdan Ben Amr, le porte-parole du FTDES. Et je peux t'affirmer que nous avons justement avancé tous les chiffres. Et que, justement, je salue Ramdan qui vivent actuellement sur le sol tunisien ne dépasse pas les 21 000. 21 000 personnes entre étudiants, travailleurs et immigrants dans une situation sans papier, tout simplement. Voilà. Plus encore, Amal, le dire comme ça, c'est peu. Il faut préciser que pendant que moi je préfère rester sur ma marge en disant que ces migrants-là, ils sont moins de 50 000. Moins de 21 000, moins de 50 000, mathématiquement, ça tient, c'est la même vérité mathématique. Donc, moi, je dis qu'ils sont moins de 50 000. Et à côté, il faut préciser que la diaspora tunisienne, c'est 500 000, d'après l'INS. C'est 500 000, donc 300 000 en France. Donc, on a d'une part des immigrés étrangers sur le territoire tunisien qui sont à peine, je dis bien, à peine le 1/10 de ce que représente la diaspora tunisienne à l'étranger. Je ne fais pas forcément le devoir de réciprocité, on n'en est pas là, mais je dis quand même les chiffres pour déconstruire ces campagnes de stéréotypes et de préjugés qui sont balancés. J'ajoute encore un élément, c'est que la population de la Tunisie est estimée en 2023, début 2023, c'est une estimation à un peu plus de 12 millions. Disons, on avoisine les 13 millions. Et lorsqu'on prend 50 000, ma chère, on est en dessous de 0,5%. Je veux que scientifiquement, on nous explique comment 0,5% peuvent envahir 99,5%. Tu viens de raconter Moi, je fais une approche. Oui, je fais une approche mathématique. Ça ne tient pas debout. Maintenant, il est clair qu'il y a des migrants qui sont là en situation administrative irrégulière. Il est clair que l'État est dans son droit lorsqu'il mène des actions pour la régulation, soit contraindre ces individus à la régularisation ou utiliser tous moyens légaux pour que la loi soit dite. On est tout à fait d'accord. Mais tisser les théories complotistes et donner l'impression que c'est un phénomène qui date d'aujourd'hui, nous, en tant qu'acteurs de la société civile, en tant qu'organisation militante, on dit non.
parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. On l'a longtemps martelé à notre niveau en disant, il y a un problème avec ces migrants qui travaillent dans des chantiers, qui travaillent dans des maisons. Et je le dis parce que je prends à témoin, je convoque la responsabilité des dignitaires tunisiens. Vous savez où travaillent ces femmes de maison subsahariennes? C'est dans des familles nantis. Qui procureur, qui médecin, qui haut gradé. Donc, ce n'est pas un phénomène d'aujourd'hui. Pourquoi cet autisme sélectif? Pourquoi c'est aujourd'hui qu'on se rend compte? Moi, je n'ai pas de problème à ce qu'on régularise, à ce qu'on légifère, à ce qu'on applique le droit. Mais le fait que le timing soit aligné avec une campagne de haine, excusez-moi, ça prête à confusion et ça donne l'impression qu'il y a un agenda caché. Est-ce que tu as une explication pourquoi est-ce que ça coïncide à ce moment-là? Justement, si j'ai une idée, c'est que je suis devant. Je ne suis pas devant. J'aurais eu notre président de la République, j'ai dit notre parce que je suis résident en Tunisie. Donc j'aurais eu notre président en face, je lui aurais demandé, Monsieur le Président, s'il vous plaît, dites-nous en plus, parce que nous aimerions aussi savoir. Nous sommes friands de la stabilité de la Tunisie en tant que nation. Nous sommes friands de son essor. Nous sommes friands de la tranquillité du peuple tunisien. Donc s'il y a des complots, dites-nous, on veut comprendre. Pourquoi ce timing? On veut comprendre. Et j'ajoute un autre élément, c'est que depuis février, les migrants ne peuvent plus retirer à la banque des mandats internationaux sous simple présentation de leur passeport. On leur demande en plus des cas de séjour. Donc on veut asphyxier carrément une population déjà vulnérable. J'ai jamais vu, moi j'ai voyagé à travers des pays, j'ai jamais vu des pays, rarement je dirais, personnellement je n'en ai pas vu, c'est vrai que je n'en ai pas visité beaucoup, près d'une dizaine, mais je n'ai pas vu des pays. C'est clair, oui. Je pense que on t'entend, c'est bon, on est en train de t'écouter. Je pense que j'ai eu un appel. C'est bon, on est là. Ah, d'accord, un appel. C'est ça, les limites aussi de la bon, c'est Franck Yoteje a été coupé. Je ne sais pas s'il voudra reprendre. En tout cas, on va voir. Sinon, je fais justement, je te pose quelques questions. Jean Bedel Gnabi, je rappelle que tu es de l'association des Ivoiriens actifs en Tunisie, à Sivat. Tu es le président. On va se tutoyer aussi. Et le vice-président du comité des leaders communautaires d'Afrique subsaharienne en Tunisie. Je vais recevoir, je crois, Christian Gwangan dans un petit moment, il viendra tout à l'heure pour nous donner un peu la situation par rapport à un communiqué que j'ai vu ce matin circuler, demandant à la communauté subsaharienne d'être un peu prudente, de limiter un peu sa mobilité, sa circulation et tout. Pour vous, comment ça se passe d'abord, les frères et sœurs ivoiriens qui vivaient sur le sol tunisien? Vous travaillez, vous étudiez, ou vous êtes là où il y a peut-être aussi des migrants clandestins en mer qui ont finalement échoué sur le sol tunisien, voilà. Bien, je pense que jusqu'à ce qu'on arrive au 7 février 2023, tout allait pour le mieux, mais à partir du 7 février 2023, on a constaté malheureusement que plusieurs d'entre nous, plusieurs ressortissants d'Afrique subsaharienne, ont fait l'objet d'arrestations massives. Déjà, en tant que responsable communautaire, ce n'est pas la première fois. On vit ça depuis 2021. Depuis précisément où un de nos compatriotes qui était étudiant s'est vu refoulé au niveau de l'aéroport et que nous avons manifesté par la suite. Donc, je dirais concrètement, depuis janvier 2022 jusqu'à aujourd'hui, on a connu plusieurs fois ces rafles-là. Mais on ne savait pas que ces rafles allaient nous conduire jusqu'à là. Parce que quand je dis nous conduire jusqu'à là, c'est qu'aujourd'hui, la communauté subsaharienne est terrée, chacun est terré chez soi à cause de la peur et la psychose qui accompagne ces rafles massives. Et cette peur-là est suscitée par un discours de haine, de violence et de répression
de la part de plusieurs blogueurs tunisiens et d'un certain parti nationaliste. Et donc, ça se passe sur la toile ou dans la vraie vie, Jean? Sur la toile, bien sur sûr. La toile. Ça fait déjà 4 mois que ça dure sur la toile où un certain parti... Donc la campagne est montée depuis 4 mois, voilà, c'est ça? depuis 4 mois. Nous, on suit régulièrement ces informations. On a cherché à se renseigner sur ce parti et sur ses aspirations. Et on a appris que ce parti faisait même des pétitions pour chasser les envahisseurs, les voleurs de richesses. Comme ça, ils nous appellent en Djémé. Quelle richesse? Nous avons l'or et le pétrole en Tunisie. Quelle richesse? C'est ça, en fait. Nous, on attendait, c'est-à-dire à partir du 8, quand on a compris ce qui se passait réellement, on a essayé de se rendre dans des postes de police pour aider certains de nos compatriotes. Oui. Et donc, le 9, le 10, on attendait que le président de la République ou voir en place puisse s'exprimer sur la situation. Bon, avant ça, on faisait un peu la pression à nos ambassades pour leur demander ce qui se passait et tout. Et donc, je peux dire que ce jour du lundi a marqué vraiment le clou de notre désespoir. Qu'est-ce qui s'est passé le lundi, justement? Parce que ce jour-là, on a lu sur la page Facebook officielle de la présidente de la République un communiqué. C'était le mardi. Le mardi. C'était avant-hier. Bien sûr. Et ce communiqué-là nous a vraiment fait peur. C'est vraiment ce communiqué qui a suscité toute cette terreur que vous observez au sein de la. Vous avez peur aujourd'hui? Nous avons peur parce que quand on a lu le communiqué au discours de haine et au discours raciste que certains font sur les réseaux sociaux et qui se... Vous savez, je vais vous raconter une petite histoire. Moi, je ne suis pas contre le monsieur. Je sais qu'il ne me connaissait pas et tout. Mais tout à l'heure, quand je suis venu, le vigile m'a chassé. Je ne mets pas ça sur ce compte. Certainement qu'il a fait son travail. C'est certainement que lui avait donné des informations. Mais dans cette période précise, quand je subis un tel acte, je fais un rapprochement très rapide. Tout à l'heure, Ramzan, je ne sais pas si tu comprends bien l'arabe ou pas. Quand il était en train de parler, tu étais la majeure partie de l'interview présent dans la salle, de l'autre côté de la table. Mais il a dit qu'il y a des Tunisiens de peau sombre, de peau noire, qui ont eu peur ces derniers 3 jours et que l'un d'eux, il était dans le bus, les gens le regardaient de travers et il s'est senti obligé de prendre son téléphone pour appeler et parler en tunisien pour que ses autres concitoyens comprennent que ce n'est pas un envahisseur, comme tu viens de dire, mais c'est un Tunisien comme nous. Et ça, c'est le sommet du ridicule, finalement. Est-ce que il y a quelque chose de concret que nous autres Tunisiens, ayant encore gardé notre tête et notre cerveau, pouvons faire pour vous venir en aide et pour vous faire sortir de cette situation de détresse et de peur, surtout, d'angoisse? Oui, ça c'est une très bonne question et cette question me permet de saluer déjà la société civile tunisienne. Une très grande partie, je dirais même toute la société civile tunisienne qui s'est mobilisée pour déjà dire non à ce type de discours haineux à travers les communiqués qu'on a vus et qui nous a appelé sur la table de discussion afin de trouver des solutions rapides. Donc nous étions hier à une réunion au siège du Forum tunisien des droits économiques et sociaux. Et nous, ce que nous aimerions, c'est que ces Tunisiens qui épousent notre idée, parce que quand je dis notre idée, c'est un peu comme si nous sommes une autre partie. Je n'aime pas me départir de la population tunisienne, parce que j'ai quand même vécu beaucoup d'années ici et je me sens chez moi. Je sais que cette expression énerve beaucoup de personnes. Tu es chez toi. Mais ce que je veux, c'est que vous puissiez apprendre à certains ignorants. Parce que je pense que c'est l'ignorance à la limite qui peut pousser une personne à détester 0,4% de la population. Et donc, vous puissiez leur donner des informations, les vraies informations, et non les informations manipulées sur les réseaux sociaux
par ces cyberactivistes et ces gens qui vraiment désolent aujourd'hui la communauté internationale et surtout subsaharienne. Une dernière question. Jean Bidel Gnabi, je rappelle que tu es le président de l'Association des Ivoiriens actifs en Tunisie, ACIVAT, et je te suis très reconnaissante à toi ainsi qu'à Franck Yotedje, le fait que vous ayez accepté d'apparaître avec moi dans ce live et de parler à visage découvert parce que je sais que les autres, ils ont peur, je les comprends, je suis de tout cœur avec eux, j'essaie d'aider, de faire mon rôle d'éclaireur en ces temps difficiles, éclaireur d'esprit, de rapprocher les points de vue et de vous donner la parole pour vous exprimer, pour montrer justement à ces ignorants, à cette minorité d'ignorants, j'espère que c'est une minorité, que ce n'est qu'illusion, ceux qui sont en train de croire la vérité. Si vous vous retrouvez, si tu te retrouves maintenant devant une personne, un Tunisien ou une Tunisienne qui se permet de t'insulter, de déverser sur toi je ne sais pas, de mal, des mots qui sont injustes, des préjugés, qu'est-ce que tu leur dis? Qu'est-ce que tu peux leur dire en 2-3 phrases pour clôturer cette idée? Merci beaucoup. Ça va me permettre d'exprimer la profonde pensée de la communauté subsaharienne aujourd'hui face aux Tunisiens. Vous savez, d'abord, nous comprenons aisément leur plainte parce que nous sommes une multitude de diversités et chacun a sa pensée, chacun a son expérience et chacun a ses arguments. Nous comprenons pleinement cela et certainement que certains communautaires d'Afrique subsaharienne ont dû vexer ou ont dû poser du tort à certains Tunisiens qui aujourd'hui s'est répandu au sein de la communauté et a été généralisé par ces Tunisiens-là. Mais à ces Tunisiens qui ont été frustrés, qui se sont sentis blessés par d'autres subsahariens, aujourd'hui, au nom de toute la communauté subsaharienne, moi je leur présente nos excuses. Je leur demande pardon afin que le pire n'arrive. Et quand nous on dit le pire, c'est de voir un de nos proches se faire agresser et mourir. C'est de voir certains de nos compatriotes se faire agresser et on n'aimerait pas en arriver là. Et donc, on demande vraiment pardon à toute la communauté pour les torts qu'on a dû leur poser. Et vraiment, comme vous l'avez dit, pour revenir à votre question, si je devais parler à un Tunisien qui verse sa haine sur moi, je dis que l'ignorance tue le monde. Et donc, vraiment, je vais finir de le laisser parler. Et si j'ai encore la possibilité et le souffle de continuer ma vie, je vais continuer sans dire. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est de ne pas répondre à la violence par la violence. Et donc, c'est ça mon défi. Je me trouve presque sans mots, Jean, mais je voudrais juste faire une petite précision. Il ne s'agit pas de la totalité de la communauté tunisienne, il ne s'agit pas de la totalité de la communauté subsaharienne. Finalement, nous sommes pratiquement une même entité. Nous sommes un être humain qui a un cerveau, qui a un cœur, qui a des sentiments, qui a une dignité, qui a des yeux, un nez, une bouche, des oreilles, des sens, des capacités, du talent, sûrement des défauts et des qualités. Nous sommes pareils, nous sommes égaux. Il n'y a pas vous et nous, il y a nous tous. Et comme on l'a précisé tout à l'heure dans l'interview en arabe avec Ramzan, le crime, il est individuel. Quand un Tunisien tue, ça ne veut pas dire que tous les Tunisiens sont des tueurs. Quand un Ivoirien ou un Sénégalais ou un Camerounais vole, ça ne veut pas dire que tous les Camerounais sont des voleurs. C'est un acte individuel, il doit être, comptabilisé et on doit faire rendre compte d'une manière individuelle.
et non pas déverser sa haine, sa méfiance, ses préjugés sur toute la communauté. Merci Jean. Merci. On se retrouve dans un petit moment.